c'est une vessie qui est ouverte et pour lequel les sphincters sont ouverts aussi. Dès qu'on est petit, on a la vessie qui est en dehors de notre corps. Cette maladie, ça représente un cas difficile, beaucoup de points d'interrogation et on fait avec. Pour moi, c'était la vessie qui était pas bien placée au départ. Et il y a eu une reconstruction. Et il a suivi tout ce qui a suivi. Puis maintenant, ce qui fait que je suis incontinent. On s'est demandé pourquoi nous, une vie tout à fait saine, pas d'alcool, pas de tabac, pas de drogue. Et puis ça nous tombe comme ça dessus. C'est vrai que ça a été compliqué à gérer les premiers jours. Après, il a fallu, quoi. On n'a pas le choix. Hein. De toute façon, il fallait avancer. Il était là et pour son bien-être, il a fallu se battre avec lui. On m'a toujours représenté ça comme un robinet qui se fermait mal, en fait. Je peux pas me retenir pour aller aux toilettes. Ça me dérange pour faire du sport. J'ai des fuites urinaires tout le temps, donc je dois toujours avoir des protections hygiéniques. Pour moi, c'est des enfants particuliers, des enfants qui ont une dystrophie physicale. Et ils ont tous une force dans la vie qui est impressionnante. Leur point commun, c'est d'avoir une force de vie dans leur vie. Ma maladie, c'est quelque chose que je prévais quand je serai grand. Mais en fait, j'aime pas trop parce que je voulais pas être comme ça quand j'étais petit et choisir cette maladie. Je voulais devenir comme les autres. À l'école, c'était compliqué. Après, dans la vie sociale, c'était aussi très compliqué. Puisqu'il n'y avait pas de rapport humain. Puisque, mine de rien, on se met des barrières. Ça se passait bien. J'ai plus jamais eu vraiment de soucis. Après, ils savent pas. Clairement, ils sont pas au courant. Je suis comme tout le monde, voilà, ils n'ont pas à le savoir. Mais j'ai des bons copains. J'ai un copain, on se connaît depuis tout petit, et puis il est au courant. Et puis, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il fait comme si j'avais rien. Je cache pas ma maladie, mais j'en parle pas non plus. Je fais à peu près ni l'un ni l'autre. Déjà, chaque rentrée, c'est un peu compliqué pour les nouveaux enfants. Mais là, en plus, il a fallu faire en place le GVASCO pour mettre en place une AVS. Avec l'MDPH, c'était un peu compliqué puisque c'est une AVS qui doit venir dans le cadre scolaire et non dans le cadre environnant, dans la vie de tous les jours. Donc là, c'était vraiment spécifique à l'école. Il avait une assistante qui venait pour le changer, tout ça, parce que je ne pouvais pas être là 24 heures sur 24, je travaille. Donc elle le changeait plusieurs fois par jour, je vais dire à 10h, à midi, on avait établi un planning, et elle le changeait régulièrement. Tous les encadrants étaient au courant de mon problème, donc à ce niveau-là, vraiment, j'ai jamais eu de soucis. Alors que les enfants, ils peuvent être très méchants entre eux à l'école. Moi, j'ai jamais eu de problème de moquerie ou quoi que ce soit. J'avais toujours mon petit casier avec mon change et mes protections ou mes couches quand j'étais plus jeune pour me changer. Jamais on s'est moqué de moi à ce niveau-là, vraiment ça m'est jamais arrivé. Non, jamais. À ce niveau-là, franchement, j'ai rien à dire. Après, quand je suis arrivée au collège, en fait, j'avais ma petite astuce, c'était toujours de mettre des jupes. Parce que quand on se tâche, si on a une jupe, ça se voit pas tout de suite que sur un jean. Donc je me faisais insulter par les filles au collège de prostituée, tout ça, parce que j'étais toujours en jupe en fait. Les professeurs à chaque début d'année en primaire, on me cataloguait comme la fille qui devait aller changer ses couches. De la maternelle jusqu'au collège, ça a duré. Jusqu'à il y a 2 ans et demi, il portait des langes. Donc voilà, il fallait expliquer au directeur et expliquer à l'instit que il aurait des langes alors qu'il avait, je sais plus, 5 ans, 6 ans, qu'il gérait bien tout seul, qu'il allait changer, qu'il n'y a pas de souci. Et malgré qu'il y a eu cette intervention en amont, la rentrée s'est pas tout à fait bien passée. CM1, ça a été très compliqué parce que Yvette, celle qui s'occupait de moi donc jusqu'au SCM1, donc c'était une ATSEM qui venait alors qu'elle était en maternelle et elle venait changer mes couches même en primaire. Et cette ATSEM-là a pris sa retraite et là du jour au lendemain ça a changé. Donc de ce fait-là, c'est les professeurs qui devaient changer mes couches et là c'était la rupture totale. Là ils m'ont fait la misère. J'ai eu une fois un souci avec une enseignante, une prof de musique en fait.
j'étais pas venue en cours parce que j'avais un rendez-vous médical ici justement. Et en fait, elle s'est permise d'en parler à haute voix devant toute la classe en disant en gros que j'avais des futurinaires devant tout le monde, alors que c'est pas quelque chose qu'on a envie de dire comme ça à des inconnus ou pas à nos proches. C'est toujours dit de façon, ça nous met pas en valeur. Des interventions qu'il ont dû avoir, qui sont des interventions lourdes. Ce qu'on sait maintenant, c'est que ces patients, si on part sur l'idée qu'un jour il y a un agrandissement de vessie, de l'autosondage, ils seront propres. Après, c'est le vécu de chacun, c'est-à-dire qu'on est dans du fonctionnel, et lorsque les reins ne sont pas en jeu, il faut écouter le patient et faire en fonction de ses envies, de ses besoins. Quand j'ai eu mon Mitrofanov, quand on nettoyait la cicatrice, ça faisait tellement mal. Il y avait des fils qui tenaient la cicatrice, tout ça. Ça faisait mal, mais ça faisait mal. Et après, j'ai eu l'agrandissement de vessie, une plus grosse opération. Mais bizarrement, c'est celle-là qui a fait le moins mal. Par contre, c'est celle-là que j'ai le plus appréhendée parce que je me disais, mais comme que c'est une plus grosse opération, ça va faire plus mal que le Mitrofanov. Mais heureusement, on m'a mis une péridurale. Sa vessie, c'est la taille de l'ongle du pouce. Donc c'est vraiment très très petit, elle ne grossit pas. Donc là pour l'instant ça stagne, on attend vers ses 7-8 ans pour faire l'agrandissement de la vessie. En fait on ne propose plus rien et j'ai même plus envie de chercher parce que c'est toujours une gêne de se déshabiller devant quelqu'un qu'on ne connaît pas. Moi la première fois que j'ai eu rendez-vous avec une gynécologue j'avais 11 ans, c'était ici, il y avait 3 étudiants de médecine derrière en train de me regarder quoi. C'était pas vraiment très agréable, j'étais mal à l'aise. Est-ce que c'est encore une opération? C'est assez lourd, c'est venir à l'hôpital, C'est des souffrances. Voilà quoi. Moi, les enfants, je les suis de la naissance à 18 ans. 18 ans. L'adulte, il va le suivre de 18 ans jusqu'à, on espère, 80, 90, 100 ans. Et donc, ça fait des files actives beaucoup plus importantes de malades. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une transition, que les patients adultes sachent qu'ils ont des référents, qu'ils peuvent les suivre, mais ils n'auront jamais le même suivi qu'ils ont eu quand ils étaient enfants. C'est vrai pour toutes les maladies rares, hein, les parents, les patients, c'est des experts de leur pathologie. Dans les cours qu'on fait aux obstétriciens, on leur montre une dystrophie vésicale, une photo, ils savent ce que c'est, mais ils le voient ça une fois, au cours de toutes leurs études. Et puis, c'est des patients qui ne rencontreront peut-être jamais. Le Mitrofanov, en fait, on passe un tuyau qui va jusqu'à la vessie. Et après, il y a une poche au bout et il y a le pipi qui descend. Une fois que le Mitrofanov a été mis en place, c'était voyager et compagnie. Et puis là, la vie d'une jeune fille normale a pris place. Par exemple, à l'école, j'ai une petite salle où, avant de ranger le manteau, où je passe mon tuyau. Ils voyaient bien mes amis que je suis pas comme tous les autres enfants. Hein. Quand je serai grand, j'aurai pas de difficultés particulières. Voilà, je vivrai ma vie, je serai pas un enfant totalement normal parce que je passerai mon tuyau. Des fois, j'aurai des infections urinaires. Dès que j'ai envie de me sonder, j'ai dit ok, c'est bon, j'y vais. Et j'y vais. Et dans ma tête, je dis ah, c'est saoulant, ça dure longtemps. Des fois, j'ai pas le temps de regarder si je me sens bien. Bah, c'est pas le cas. Les garçons me repoussaient automatiquement. Ça s'est bien passé, mais voilà. Elle était au courant? Non. Il y a des possibilités, mais je pense je me mets des barrières quand même. J'ai peur. Et déjà comme ça, moi-même, je sais pas me l'expliquer comme il faut. Alors l'expliquer à quelqu'un qui comprend pas. J'ai eu quelqu'un pendant 4 ans. Donc ça s'est bien passé. Même des petits copains, juste pas quelque chose de sérieux. Au bout d'un moment, en fait, on est obligé forcément d'en parler parce qu'on a toujours notre sac pareil pour la toilette. Parce que quand tu vas, il te dit donne ton sac, t'inquiète, non. La malformation m'a fait dire qu'il fallait que de toute façon, fallait que je fasse abstraction de mon corps pour avoir une grossesse. Donc aucune douleur. Pour moi, psychologiquement, je me disais que j'avais aucune douleur, que j'avais rien, que j'étais pas malade. Et en fait, c'est comme ça que je suis tombée enceinte. Sinon, je pense que
je ne serais jamais tombée enceinte. Ça, c'est sûr et certain. Au bout d'un moment, c'est tout, il faut assumer en fait ce qu'on a, et puis si la personne en face réagit mal, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, c'est qu'elle a rien à faire dans notre vie, puis c'est tout, quoi. Niveau professionnel à l'heure d'aujourd'hui, j'ai rien à dire. Avant ce boulot-là, je ne le disais jamais. Ou que très rarement, sauf au patron ou à très très peu de collègues. Mais là où est-ce que je suis manager au Crédit Agricole maintenant, et puis j'avais la sensation qu'il fallait que je le dise en fait. Comme si que j'avais un poids en trop en fait déjà. Donc je l'ai dit simplement, et puis tout le monde a compris qu'il n'y avait aucun souci par rapport à ça. Et il y a 2 personnes où quand je n'arrive pas du tout à me sonder, elles viennent m'aider. Et j'ai réussi par moi-même en fait à arriver là où je suis, et j'ai tout gagné. Je mets des protections la journée et la nuit. Généralement une la journée et une la nuit. Mais c'est plus par sécurité que par besoin. La peur qu'il y ait un accident, on fait avec, on va changer, on essaye, on faire avec. Après des fois c'est gênant, on est à l'école ou il faut se débrouiller comme on peut. Mais sinon, moi ça me dérange pas particulièrement, j'ai l'habitude, c'est normal. Je choisis les couleurs de mes maillots de bain, je mets plutôt des bas noirs, comme ça si jamais j'ai une petite fuite ça se voit pas, ou je vais toujours à l'eau, comme ça quand je reviens, si c'est un maillot de couleur il est mouillé. Ma mère, elle a eu l'AAH de l'âge de 2 ans, enfin lors de la déclaration en fait de ma maladie jusqu'à l'âge de mes 6 ans, et puis après plus rien. Alors qu'elle devait encore payer mes couches, qu'elle devait encore payer mes soins, qu'elle devait encore payer extrêmement beaucoup de choses. Et mon père a dû prendre un deuxième boulot à un moment donné parce qu'il n'arrivait plus à payer mes couches. Un tuyau pour vider ma vessie, elle devait rester à l'intérieur. Mais une fois, c'était à la maison, elle s'est enlevée. On devait aller à l'hôpital pour la rattacher. Ah oui. Et après, il y a une dame qui me montrait comment me sonder. Et en fait, quand j'enfonçais, ça me faisait mal parce que je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me faisait mal. Et donc, il y a des fois, j'ai dit arrête, ça me fait mal, arrête, ça me fait mal. Et elle devait continuer, j'ai dit non, arrête, ça me fait mal. C'est pas les meilleurs souvenirs, mais j'ai vécu des trucs que peut-être personne d'autre va vivre. Donc, je sais bien, c'est cool. Enfin, je suis différent et la différence, c'est bien. Quand sa sœur est née, il est venu dans la salle de bain et il m'a demandé pourquoi sa sœur, elle n'avait pas comme lui. Une fille qui me connaissait de la primaire que j'ai retrouvée au lycée. Donc elle savait très bien mon souci. Et en fait, une fois pareil, j'ai eu rendez-vous ici à l'hôpital. Et on s'était fait un ami, un garçon, avec qui je m'entendais bien, mais que je connaissais pas très bien. Une fois, il lui demande comment ça se fait qu'Evanis n'est pas là, puis elle se permet de répondre t'es pas au courant? Je dis non. Elle met des couches. Donc voilà quoi. Quand j'ai su ça, ça m'a un peu vexée, j'étais mal à l'aise. Après, je me dis, mais si tout le monde pense ça de moi, ils vont tous. Enfin, c'est pas bien quoi. Il n'y en a qu'un avec Yvette. Donc avec l'ADSEM en fait, qui m'a suivie pendant toutes ces années. C'est elle. C'est elle mon pilier en fait. Dans tout le parcours du début à la fin en fait. Parce que à l'âge de 12 ans, où c'est là où est-ce que c'est fini. J'ai redoublé, on m'a fait redoubler 2 fois et c'est là où est-ce que on m'a dit mais ça sert à rien que tu continues dans tes études, puisque après de toute façon tu n'arriveras pas à suivre le cheminement, parce qu'on prévoyait déjà cette opération. Sans elle, je pense pas que les élèves auraient été aussi tolérants. La tolérance, c'est pas un mot, il faut le vivre, il faut le faire. Pour moi, la vie, on fait des choses à un moment, puis il y a des moments où on ne peut plus les faire, parce que on vieillit, parce que voilà. Et c'est ça, c'est une évolution permanente. Quand on est extrophie physicale, on est dans une évolution permanente également. Voilà, et ça ne doit pas empêcher de vivre sa vie, en fait, et d'avoir ses envies, ses désirs, et de les vivre pleinement. Pouvoir tout entendre, parce que quelquefois, c'est des mots qui blessent.
La Mitrofanov, c'est la vie. J'aimerais bien vous dire à tous les gens qui ont l'extrophie médicale et une Mitrofanov, essayez d'en mettre un peu du vôtre, même si c'est très compliqué, je le comprends énormément. Vous fermez votre yeux, vous pensez à quelque chose dans votre tête, vous enfoncez et vous sentez rien de rien de rien. Mathéo est une belle personne et voilà, je sais que Mathéo il a un potentiel incroyable et une maturité malgré tout forte. Donc je sais que il fera quelque chose de sa vie, Mathéo. Mathéo, c'est quelqu'un de bien. Donc je crois que la maladie ou le handicap, tout ça, si on le voit plutôt par le verre à moitié plein, bah, ça permet de grandir différemment, peut-être mieux, je sais pas, mais en tout cas différemment et de manière certainement plus forte. Voilà, il en sortira sûrement plus fort que peut-être d'autres enfants qui ont la chance d'être tout à fait normal. Mais c'est quoi la normalité? Pour ceux qui ont ça, c'est pas... Moi, je considère pas ça comme un handicap. C'est une contrainte, la journée, je sais pas ça, mais sinon, faut pas se priver de faire quelque chose. Parce qu'on peut tout faire. Voilà. J'ai fait plein de choses, je vais encore en faire plein, et puis voilà. C'est pas vital. C'est pas quelque chose qu'on peut mourir. Donc il faut vivre l'instant présent et pas se poser de questions, justement. Parce que sinon, on se cloître dans les murs et puis on fait rien. C'est vrai que c'est compliqué, mais heureusement, mes parents, ils font tout ce qu'il faut pour m'aider et je les remercie extrêmement.